Bienvenue dans les catch-up du panier, un moment unique avec des anciens invités du panier. Premier podcast e-commerce en France. L'idée est de reprendre la discussion là où on l'a laissé un an plus tôt pour analyser ce qu'il s'est passé depuis. Quels nouveaux enseignements ils peuvent nous apporter, quels sont leurs insights marchés ou produits et comment ils ont fait pour progresser comme ils l'ont fait. Le tout en moins de 30 minutes, ce sera un challenge. Je suis Laurent Kretz, cofondateur de Cosa Vostra, agence conseil tech et créative. Notre mission, rendre l'expérience digitale de l'utilisateur final efficace, belle et inspirante pour faire gagner nos clients en visibilité, en efficacité, en singularité. Vous avez un projet? Parlons-en et contactez-moi sur contact@lepanier.io. Bonne écoute! Chers auditeurs, vous allez écouter un catch-up avec Nicolas Serre, qui est le cofondateur de Runbetter et de T-Shirt Corner. C'est un épisode que j'avais enregistré il y a déjà 1 an et demi pour cette boîte très très intéressante, autofinancée et qui marche bien. Un catch-up qui vient quelques semaines après l'épisode avec Printful, donc intéressant de faire ce parallèle. 55% de croissance l'année dernière, alors que la moitié de leur business a été affectée. Quand je dis affecté, c'est arrêt complet à cause du Covid. Ils sont passés de 1 million à 2 millions d'euros de CA depuis l'enregistrement de cet épisode. Ils ont doublé leurs effectifs, doublé leur surface. Et on aborde pas mal de sujets intéressants, justement. C'est comment jongler avec les différentes offres B2B, B2C, événementielles de la marque et de la société dans cette période un peu trouble. Comment intégrer des nouveaux produits quand c'est un expert du textile et que tu te mets à vendre des fleurs ou des ballons gonflés à l'hélium, eh bien il y a un impact forcément. On aborde aussi la rationnelle économique de la société, très intéressant. Et Nicolas me dit en gros que ce qui n'est pas rentable, on ne le fait pas et cherche une balance saine entre ces différents flux business. Et enfin surtout, et je pense que c'est ça qui est la trame de fond, c'est comment à partir d'un tronc commun d'offres ou de valeur ajoutée produits, on arrive à adresser différents marchés et justement comment on les adresse. Chers auditeurs, bonne écoute. Salut Nicolas, tu vas bien? Salut Laurent, ça va super. Très heureux de te recevoir. J'ai décidé de commencer l'enregistrement. On était en train de discuter en fait business et notamment de La Moisson, qui est une boîte qu'on incube. Et la fondatrice Lina est derrière nous. Vous allez peut-être l'entendre pendant cet épisode parce qu'elle parle fort au téléphone, mais La Moisson a une super mission, c'est d'aider les femmes à négocier leur salaire et mettre fin aux injustices de différence de salaire entre hommes et femmes. C'est une belle mission. Je suis très heureux de te recevoir. Eh ben, je suis très content d'être là. Ouais, surtout, alors bon, ça ne vous en foutez certainement, chers auditeurs, mais Nicolas a passé 1h30 dans les bouchons pour arriver, le pauvre. Facile, 1h30, ouais. Mais c'était bien, j'ai pu écouter des podcasts du panier. C'est cool. Est-ce que tu t'es réécouté? J'ai réécouté une partie, juste pour voir si j'avais pas dit de grosses bêtises déjà à l'époque j'avais écouté. Et là, non, j'ai réécouté rapidement, juste pour être sûr de pouvoir reprendre des lignes si on en avait parlé, qu'il y a un fil conducteur, mais voilà, j'ai pas réécouté en entier. Alors, chers auditeurs, je suis sûr que vous avez évidemment à l'époque écouté l'épisode. Vous avez entendu dans mon teaser un peu le résumé. Mais est-ce que tu peux me représenter donc le groupe Runbetter, ce que vous faites et les différentes marques et offres que vous avez? Absolument. À Runbetter, on est 2 associés, donc Alain et moi-même. On a créé l'offre en 2015, fin 2015. On est parti d'une idée qui était d'offrir un site e-commerce de personnalisation et de distribution textile. Et finalement, aujourd'hui, le groupe Runbetter a plusieurs offres. Une offre B2C, une offre B2B et une offre événementielle. Au travers de ces 3 offres principales, va se décliner plusieurs marques avec des ciblages beaucoup plus précis. Donc, on a parlé T-Shirt Corner, on a Marié dans l'année, qui est dédié au mariage. On a Stylé, qui est une marque qui est à la fois B2C, puisqu'elle distribue sur le web des plantes et des textiles éco-cool. Attends, des textiles éco-cool? Alors des plantes et des textiles et des objets éco-cool. Alors en gros, l'idée, c'est vraiment, on y reviendra je pense, mais depuis le début, Runbetter, on s'était positionné comme étant un apporteur de solutions autour de la personnalisation textile, mais avec une grosse tendance éco-responsable. C'est-à-dire que quasiment la totalité, entre 80 et 90% de ce qu'on produit est sur des textiles bio. Les encres, les impressions numériques qu'on utilise sont Ecotech bio. Et on est en train de faire certifier un certain nombre de machines. Donc toutes nos offres aujourd'hui sont plutôt orientées éco-responsabilité, RSE. Éco-cool, pourquoi? Parce que l'offre qu'on a lancée qui cartonne au travers de Stylé et notamment du textile responsable, mais également des cactus ou des plantes grasses qu'on va mettre dans des
canettes, des pots qui sont en aluminium recyclé, recyclable, fait en France. La plante vient de France ou d'Europe. Elle est censée être démagnétisante, dépolluante. Et on a également je ne sais pas si vous voyez quand on achète une bouteille de rhum ou de whisky, elles sont mises dans une espèce de boîte en carton ronde avec un opercule. Et ben, ça s'appelle un canister. Et nous, on en a fait développer sur mesure dans du carton recyclé, également fait en France. Ce qui fait qu'on a un objet cool, un cactus qui est sympa avec des messages personnalisés qui sont plutôt très sympas. Je vous invite à regarder sur le site. Et également écologique, éco-responsable, puisque l'ensemble du cycle est en cycle court, on est fait en France et le produit est un produit végétal. Ok. Je te laisse reprendre sur la présentation du groupe et des activités. Juste une parenthèse, on m'a parlé hier d'emballage éco à base de champignons. Ah, ça, je connais pas. Mais je sais qu'aujourd'hui, j'ai vu même hier des chaises qui étaient faites en mou de bière. Mou de bière, excellent. C'est-à-dire, ils récupèrent les procédés de fermentation de la bière, ils le compressent, ils le sèchent, ils en font des chaises. Donc je pense qu'aujourd'hui, on peut récupérer quasiment la totalité. Il y a même des gens qui font des briques avec du textile recyclé. On les a contactés d'ailleurs. Donc, ok. Mais, c'est des valeurs que vous avez depuis toujours. Oui. Et qui sont fortes. Qui sont inscrites dans le patrimoine de la boîte. Depuis le début, on a vraiment eu cette volonté-là. C'est pour ça qu'on fait pas de sérigraphie, par exemple. Chez nous, on en fait très peu. C'est quoi une sérigraphie ? Sérigraphie, c'est une des techniques. Il y a plein de techniques pour faire de l'impression. Il y a le numérique qu'on fait principalement. Il y a le transfert. Il y a la broderie, par exemple. Et la sérigraphie, ça va être une technique sur laquelle on va venir placer le t-shirt ou le textile sur un plateau. On va le cercler et on va venir apposer des couches de peinture en raclant. C'est un des procédés les plus populaires dans le monde et les plus développés, les plus anciens. Mais c'est quelque chose qui est un savoir-faire un peu différent. Qu'on n'a pas souhaité acquérir et qui est en termes de responsabilité écologique, on va dire, un peu plus compliqué à mettre en place. Il faut recycler les cadres, les peintures, on peut pas. Enfin voilà, c'est très compliqué. Et nous, on n'était pas très partisans de ça. Donc on est plutôt parti sur cette veine vraiment de responsabilité sociétale avant que cette mode du RSE soit lancée, puisque dès le départ, on est parti chez un de nos fournisseurs qui justement nous garantissait du fair trade, du ecotech, du bio, etc. Et les machines également. Donc voilà, c'était vraiment voilà, ça fait partie du génome de la boîte. C'est pour ça que dans cette offre, notamment B2C, B2B ou événementiel, c'est systématiquement ce qu'on va mettre en avant. Donc sur cette partie B2C, donc on a donc T-shirt Corner, marée dans l'année, stylé. On a stylé qui s'écrit styley.co. Donc je vous invite à regarder. On a cette offre B2B donc qui a été développée il y a maintenant quelques années, où on a l'atelier T-shirt Corner. L'atelier T-shirt Corner qui va adresser les professionnels. Donc là, on travaille avec des grands noms, Guerlain, Lanvin, à l'époque, on en avait déjà parlé, ou Etam. Peut-être Etam, tu m'as dit Undies aussi, Comptoir des Cotonniers. Comptoir des Cotonniers, je m'étonne que des experts du textile, comme Comptoir, fassent appel à des... Et ben, en fait, c'est là où, encore une fois, puisque on en avait parlé lors de l'épisode précédent, mais aujourd'hui, le marché, il est assez large. Et aujourd'hui, ce qui fait qu'on existe et qu'on continue à faire de la croissance tous les ans et à se développer, c'est qu'en fait, on n'a pas cherché à faire comme les autres et à faire juste imprimeur textile. On est apporteur de solutions. On a deux axes forts chez nous, on en a déjà parlé, c'est l'éco-responsabilité et l'apport de services. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, que ça soit une grande entreprise ou une start-up, qui sont finalement pas mal de nos cibles aujourd'hui et de nos clients, vont rechercher ces deux aspects-là. Faire du t-shirt, Etam sait le faire, ou Undies, faire du maillot de bain, ils savent le faire. La question, elle n'est pas là, c'est tiens, j'ai une rupture de la normalité, une crise Covid par exemple, et je me retrouve à avoir mes cycles d'acheminement de marchandises asiatiques par exemple, qui sont bouleversés. J'ai mes boutiques qui sont pour l'instant fermées puisque tout le monde est confiné, mais du coup je me dis tiens, je vais prendre le relais sur mon offre numérique. Or, pour faire de l'offre numérique pertinente, il faut que je puisse expédier rapidement et que j'ai du stock à disposition. Stock que je n'ai pas puisque je suis bloqué en Asie. Du coup, on contacte RunBetter, l'offre de l'atelier, et ils nous disent, voilà, écoutez, nous, on a bien senti que là, ça allait être compliqué, les boutiques, le confinement. Par contre, on a un développement de l'offre, Comptoir des Cotonniers, par exemple. On voudrait faire deux choses. 1, vendre sur le web. 2, préparer l'ouverture des boutiques avec un certain nombre d'objets textiles qu'on vendra ou offrira à nos clients quand ils reviendront dans nos magasins. Mais par contre, on en a besoin tout de suite. Pas de problème, c'est un peu notre force, c'est la capacité d'avoir une réactivité sur des produits de qualité très vite en respectant des normes qui sont de fait celles de nos clients, puisque aujourd'hui quand on va aborder un Accenture, qui est un des gros contrats qu'on a gagné cette année, qui est le plus gros contrat qu'on ait jamais signé par exemple pour l'atelier,
où on a expédié à plus de 6000 collaborateurs de Accenture partout en Europe et en France un pack de Noël avec un hoodie, un petit pochon, une lettre de la direction, le tout dans un carton, éco-responsable, etc. Et pour la petite anecdote, ce qui nous a fait gagner ce contrat, c'était pas gagné. Pourquoi ? Parce que ce qui vous a fait gagner ce contrat, ce qui nous a fait gagner ce contrat, et c'était pas gagné. C'est qu'on n'était pas référencé déjà. On avait une offre qui était beaucoup plus chère que le gars qui était présent chez eux et qui était référencé. Ce qui a fait la différence, c'est qu'on a apporté du service, on a pu expédier tout nous-mêmes, leur fournir les numéros, respecter le RGPD et être RSE. Et c'est ce qui a fait signer et gagner. Et aujourd'hui, on est référencé à Accenture et on a gagné ce contrat, qui était un challenge aussi de logistique, puisqu'il fallait arriver en 3 semaines de mémoire envoyer 6000 colis partout en Europe, personnalisés. Vous avez fait appel à un prestat Non, on a tout fait spécifique nous-mêmes. ou c'est vous... Okay. Non, on a tout fait. Okay. On a tout fait. On a acheté comme on sait faire. On a sourcé les produits. On a que ça soit la logistique, le produit de base, la technique d'impression, le partenaire d'expédition, et on a tout fait nous-mêmes. Je m'engouge dans cette brèche donc du B2B. Vous avez beaucoup progressé. Quels ont été les écueils auxquels tu as pu faire face et les wins que tu as... C'est une bonne question. En plus, ça fait la transition parce qu'effectivement, on a l'événementiel qui est la dernière offre, par exemple. Enfin, on a le dropshipping, l'événementiel et une partie qui s'appelle My University pour les universités. Et aujourd'hui, les problèmes qu'on a pu rencontrer sur cette période-là, c'est que sur l'ensemble de ces marques ou offres, on en a une bonne partie qui était quasiment à l'arrêt pendant un an, une bonne année. La partie événementielle, compliqué de faire de l'événementiel quand tout est confiné. Quand il n'y a plus d'événements, on a la partie imprimante sur lieu d'événement pour imprimer des événements à la demande. Ouais, c'est ça, le bar à print en live, plus de live, plus d'événements, plus de salons, plus de mariage. Donc notre offre mariage, notre offre événement et notre offre université, à l'arrêt ou quasiment à l'arrêt. Mais par contre, voilà, la force qu'on a, c'est cette souplesse et puis cette diversité 360 qu'on avait abordé lors du premier épisode justement de complémentarité des offres, qui fait que ce qui tombait d'un côté a été rattrapé de l'autre. Donc la partie, on va dire, web, la partie professionnelle et la partie dropshipping ont très très bien marché, alors que la partie événementielle, mariage ou live, live, événementiel, mariage et université ont vraiment été au ralenti. T'étais sur un runway environ 1 million, un peu plus d'1 million je crois, quand on en s'était parlé. T'as fait 2 millions finalement l'année d'après, t'as fait un x2, alors que la moitié de tes business, t'as 6 offres, étaient à l'arrêt. Ouais, absolument. Alors comment t'as fait pour performer et continuer à performer sur les autres et surperformer du coup moi je pense je pense à la théorie des vases communicants, surtout quand on a des offres qui sont complémentaires comme ça. C'est-à-dire que typiquement, si tu es monoproduit, mono-offre et que ton marché tombe, c'est terminé. Nous, la capacité qu'on avait, on en avait parlé à l'époque, c'était d'une part s'affranchir de l'acquisition, de lisser les saisonnalités, etc. Aujourd'hui, grâce à ça, on a pu avoir une activité, la partie web, comme tout le monde était chez soi, qui a très bien marché. La partie dropshipping, en fait, la majeure partie de nos clients qui en faisaient déjà, qui étaient déjà chez nous, Winamax par exemple, ou Believe Digital qui fait toute la distribution musicale, on va dire street, hip-hop française, finalement marchaient déjà bien. Et puis avec le confinement, ils ont énormément développé les ventes web. Donc du coup, ça a fait vase communicant chez nous. Tout s'est rapatrié sur ces canaux-là et ça nous a permis d'avoir un développement de plus de 50% de croissance avec 3 activités à l'arrêt. La question qui suit derrière, qu'on se pose régulièrement avec mon associé, c'est qu'est-ce que ça aurait été si il n'y avait pas eu ce confinement ? Finalement, on n'en sait rien. Parce que peut-être qu'on aurait fait la même croissance avec les autres activités qui marchent. À titre personnel, moi, je croyais beaucoup à la partie événementielle, parce que je pense qu'elle est très pertinente, et en plus, on a rajouté, nous, une brique technologique de borne digitale qui est vraiment, qui est vraiment très adaptée à cette tendance-là de la personnalisation événementielle. Et aujourd'hui, elle était à l'arrêt. Là, on sent un frémissement depuis quelques semaines, ça redémarre, on a pas mal de demandes. Donc je pense que... Comment tu t'y prépares ? Nous, tout est prêt. En fait, au final, l'avantage qu'on a, c'est que les équipes, les machines, pour l'ensemble des offres, ce sont les mêmes. Nous, on duplique en fait les savoir-faire, on va cibler grâce à des offres de services ou des produits qui vont être dédiés aux canaux de marques ou d'offres qu'on va distribuer.
Donc nous, on est prêts. C'est-à-dire les machines, elles sont là. Les bornes, elles sont prêtes. Les équipes, elles sont formées. On a le camion avec le haillon. On a développé même un flycase motorisé sur mesure qui fait un petit effet waouh quand on arrive. Un flycase? Ouais, on a un flycase. C'est-à-dire là, on met les machines. C'est une espèce de grosse boîte sur roue. Et en fait, on l'a développé sur mesure avec des systèmes mécaniques, etc. qui permet de... t'arrives, t'appuies sur un bouton, la machine se lève. Enfin, voilà, ça a un petit effet waouh qui est sympa. Donc tout est prêt. C'est-à-dire demain... vous m'appelez, vous me dites tiens on va faire un super événement Cosa Vostra et à ce moment-là nous on arrive le lendemain avec les machines, on installe tout, on est prêt. Alors j'ai pas mal de questions qui me viennent, mais peut-être la première, et c'est un peu ce qui m'étonnait à l'époque et ce qui m'étonne encore aujourd'hui, c'est comment est-ce que tu arrives. Je comprends que au final il y a des points communs dans la valeur que vous apportez, l'offre de service que vous offrez. Mais j'ai le sentiment que ça fait quand même beaucoup de compétences différentes entre un commercial pour appeler des organisateurs d'événements et un gros hacker pour développer Stylé, par exemple, qui est du grand public, B2C. J'ai le sentiment que c'est quand même des expertises très différentes. Alors, c'est un très bon point, c'est tout à fait juste. C'est le seul poste chez nous qui est différencié, c'est le commerce. Okay. C'est-à-dire, pour chacune des offres, tu as un commercial qui est dédié. Parce qu'effectivement, la connaissance du secteur, l'approche du marché, les... critères qui vont te permettre de faire la différence par rapport à un concurrent ou d'apporter la solution qui va bien, elle est propre à chaque offre. C'est le seul truc. Le reste, c'est des vases communicants. La production, la logistique, la partie infrastructure, la partie technique, ce sont les mêmes savoir-faire. Le seule différence, ça va être vraiment les interlocuteurs commerciaux qui vont connaître, voilà, effectivement, un retailer va pas avoir la même approche qu'un offreur pro qu'un dédié aux universités ou autre. Je pense que là, il y a déjà un bel apprentissage. Et je pense que si on prend un peu de hauteur, en fait, il y a une offre commune, il y a un tronc commun qui peut adresser plusieurs marchés, et tu as différencié la force commerciale Absolument. pour adresser ces marchés en profitant de ce tronc commun. Okay. C'est ça. Intéressant. Je vous laisse, chers auditeurs, en tirer les apprentissages, les réflexions pour vos business, mais c'est intéressant. Sur la partie B2B, tu as beaucoup progressé. Tu as une équipe de combien ? Aujourd'hui, on est 18. Ouais. Je crois que de mémoire, on était une dizaine quand on s'est vu. C'est ça, vous avez doublé. Ouais, c'est ça, on a doublé. Alors, ça faisait partie aussi des challenges là, du plan à 2-3 ans qu'on avait. C'était de solidifier vraiment cette assise RH qu'on avait, puisqu'on avait vraiment besoin d'éviter le turnover, de faire monter les gens en même temps en compétences que nous, et de vraiment solidifier toute cette base-là. Le risque qu'on avait, c'était de se faire un peu un système start-upper, Startup Nation, c'est-à-dire tu as 3 cadres et 25 stagiaires. Ça marche pas. Enfin, en tout cas, chez nous, ça marche pas. Donc aujourd'hui, c'est que du CDI chez nous. On a 2 stagiaires. Le reste, c'est du CDI. On a quelques CDD quand on a nos pics d'activité sur du Noël, de la fête des mères, des choses comme ça, ou des grosses activités qui vont durer plusieurs mois. Mais sinon, voilà, l'assise aujourd'hui, c'est un socle de 15 personnes en dur, nous 2, et des stagiaires qui viennent et pour le coup, qui sont là pour apprendre. Chez nous, le stage photocopie café, ça n'existe pas. Hein. C'est tu t'arrives, en général, on fait des gros horaires. On présente les gens par leur poste et pas par leur statut. C'est-à-dire que quand un stagiaire est là pour faire de la logistique, on le présente comme étant logisticien, oui, et pas stagiaire. Oui, bien sûr. Moi, ce que je leur dis souvent, c'est quand on fait une réunion de groupe, entre guillemets, même dans les grands groupes, autour de la table, les gens se présentent pas en disant je vous présente mon CDI, mon CDD, mon contrat pro et mon stagiaire. On présente les gens par leur poste et c'est ce qu'on fait chez nous. C'est de la valorisation, c'est important. Une question qui me vient là, mais vous êtes installé à Chantilly. Oui. Je sais pas si c'était déjà le cas à l'époque. Oui, absolument. C'était le cas. Vous avez doublé votre surface d'ailleurs. C'est un enjeu. Chantilly, c'est loin. C'est loin. Je suis recrutant local là-bas, du coup. C'est loin et c'est proche. C'est-à-dire que de Gare du Nord, t'en as pour 20 minutes à venir en train. Ok. Donc c'est pas très loin. L'avantage, c'est que ça reste dans cette tendance qu'on voulait, nous, de nature, d'éco-responsabilité. Tout autour de nous, on a des bois. Les gens peuvent aller pique-niquer dehors l'été. Il y a une approche qui est beaucoup plus calme et du coup qui nous permet de nous concentrer vraiment sur le boulot. Et quand on fait venir les gens alors au début pareil, hein, tout le monde a plus ou moins la même réaction. On va venir vous voir, vous êtes où ? Chantilly, oulala, qu'est-ce qu'il faut que je prenne mon passeport ? Non les gars, c'est bon, vous inquiétez pas, vous prenez le train à Gare du Nord, ça va bien se passer. Et quand ils arrivent, ils sont très contents parce que les locaux sont beaux, le coin est sympa.
Et du coup, on a de l'espace. On a 7 mètres de plafond. Enfin, voilà, c'est quand même assez agréable. Pour continuer sur la partie B2B, donc une équipe sales dédiée, comment est-ce que tu travailles le repeat sur ce type d'acteur ? C'est-à-dire le réachat nous, on fidélise. Tu as dit un truc, pardon, je t'interromps, je suis désolé, mais que je trouve intéressant. Tu trouves des solutions, ce qui est un positionnement dans lequel on est aussi chez Cosa Nostra. J'aime bien ça. Quand il y a une rupture de la normalité, quand il n'y a pas de rupture. Quand il n'y a pas de rupture, il y en a quand même au final, parce qu'il faut se la créer. C'est-à-dire que si on s'empâte, on reste sur une offre. Il y a, je te donne un exemple bête et méchant, mais si on était resté sur l'offre de base de 2016 de T-Shirt Corner, qui était finalement de distributeur et à peine producteur de marques et de t-shirts, finalement, toi, demain, tu aurais pu acheter une machine, acheter du budget et venir nous concurrencer sur notre marché. Et si tu avais trouvé un levier pour gagner 3 ou 4 euros sur les coûts d'achat, tu aurais vendu 3 ou 4 euros moins cher et on aurait perdu la bataille. C'est pour ça que nous, dès le départ, en fait, on se remet en question tous les ans, même quand on était en période de croissance classique, sans crise, etc. Tous les ans, on va chercher à se dire, OK, comment on va rompre notre normalité à nous, c'est-à-dire arriver à proposer quelque chose de différenciant. Quand on a senti qu'il y avait cette appétence pour les plantes, par exemple, et la personnalisation, on s'est dit, tiens, on va créer une offre de cactus qui est tendance, personnalisable, qui est notre métier, qu'on va pouvoir distribuer, et on va rester sur cette tendance de responsabilité écologique et sociétale. Donc, faisons un truc, circuit court, made in France, recyclable et compagnie. Ok, intéressant. Donc, trouver cette rupture au final nous, chez vous pour aller l'offrir. Ouais, on se la provoque. Sinon, effectivement, demain, un monsieur T-shirt peut tout à fait nous passer devant. Entre guillemets, aujourd'hui, on est un des seuls acteurs en France, voire en Europe, à avoir cette capacité-là. C'est-à-dire à aller voir un Etam et de lui dire, en même temps, je peux vous distribuer chez nous. Sur la plateforme T-shirt Corner, on peut faire un partenariat. Je peux vous produire vos t-shirts pour les distribuer en boutique. Je peux également vous prendre votre dropshipping et faire de l'expédition en votre nom. Je peux venir dans une boutique pour faire de l'événementiel et je peux vous proposer des produits complémentaires que vous allez vendre dans votre boutique. Et en fait, on a tout le cycle et tout ça, on l'apporte en service. Et en gros, eux, ça leur coûte 0 € d'investissement. Oui, c'est à la demande, c'est ça, c'est un BFR positif en plus fois, pour vous. À chaque fois, ça leur coûte rien. Ouais. C'est-à-dire, s'ils font du dropshipping, s'ils vendent, ils payent. Ouais. S'ils vendent rien, ils payent pas. S'ils vont avoir du besoin boutique pour une collection, c'est que quelque part, il y a un trou dans la raquette dans leur collection, donc c'est qu'ils vont le vendre. Donc, finalement, ça fait partie aussi de leur charge classique. L'événementiel, c'est pareil, en fait. En plus, l'événementiel, t'as le triple effet qui se coule. C'est que tu vends plus cher des produits qui sont personnalisés sur place. Ça te fait un relais de com'. Et ça te fait du support de marketing en plus, parce que les gens vont se hashtaguer, prendre en photo devant le truc, etc. Donc tu as un triple effet qui se coule qui est fait avec le live en plus. Tu as parlé d'un concurrent il y a 2 minutes. J'ai reçu, moi, assez récemment, Printful, qui fait que du dropshipping, une espèce de mammouth. Je vais dire une bêtise. Lettonie ou je l'un des pas deux. Te dire, mais Lituanie ou Lettonie. Je crois. Riga, bref. Mon Dieu, le manque de culture G, chers auditeurs, je suis désolé, m'en voulez pas. Du coup, face à la concurrence, surtout sur le marché... alors toi, tu n'es pas sur le marché du textile, tu es sur le marché de la solution, comme tu le disais. Comment tu te différencies et comment tu les... Comme tu le disais en introduction, c'est vrai que Printful, aujourd'hui, c'est un très très gros acteur en fait, du print on demand, pour parler un peu métier. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu as une boutique, la boutique Cosa Vostra, tu es sur un Magento, tu vas plugger... ta boutique directement sur la solution Printful et en fait ils vont expédier pour toi directement soit chez tes clients soit chez toi si tu as besoin de stock, etc. Mais eux ils font que ça, c'est-à-dire qu'ils travaillent pour le compte des tiers. Ce sont des imprimeurs qui font du print on demand pour le compte de tiers. Nous, comme je le disais, ça c'est une de nos offres, mais nous notre offre elle n'est pas je dirais tout public. On sélectionne les gens qu'on va prendre en dropshipping. On veut pas prendre Jean-Michel Génidé qui ça fait sa petite boutique PrestaShop et qui va vendre péniblement 15 t-shirts dans le mois. En fait, ce genre de client ne nous intéresse pas, puisqu'encore une fois, nous, on est dans le service et dans l'approche sur mesure, et que du coup, dès que tu rentres en dropshipping chez nous ou en print on demand, tu as un interlocuteur qui est dédié. On parlait de diversification ou de différenciation des commerciaux ou du traitement commercial des offres. Typiquement, chez nous,
tout ce qui est print on demand ou dropshipping est traité par un acteur dont c'est le métier. Et tu vas avoir chaque fois un interlocuteur qui t'est alloué, dédié. On a la solution qui est mise en place, on va t'accompagner sur l'incrémentation, on va te conseiller sur les collections, on peut te proposer des partenariats, etc. Donc on va choisir nos clients. C'est pour ça qu'on travaille avec du Winamax, du dropshipping. On est en train de voir pour éventuellement travailler avec je peux pas en dire trop ici, mais un acteur qui est en train de lancer un projet toujours sur ce système d'éco-responsabilité, mais assez global, et qui est un projet auquel on croit beaucoup. Du coup, on les accompagne énormément sur ce projet-là. Ça peut être, je pense que si on arrive à travailler ensemble, avec ou sans nous, de toute manière, je pense qu'ils existeront. Mais avec nous, je pense que dans 2 ans, si on se revoit, on parlera de cette boîte-là comme étant un des premiers acteurs européens à avoir apporté ce type de solution et qu'on aura été avec eux. Donc, c'est très différent d'un Printful qui, lui, va accepter ce Jean-Michel-là. Ok. Savoir se différencier, en fait, c'est pas attaquer de front sur les points sur lesquels vous êtes en friction avec la concurrence. C'est compléter une offre, apporter une offre plus globale. Ouais, nous, on n'a pas de problème à attaquer de front s'il faut, si on voit qu'un marché, il est porteur et que la personne qui est en face, si elle le traite mal, ou selon nous, elle le traite pas de la façon dont on l'aurait fait, on n'a pas de problème à y aller. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, sur des ateliers, typiquement l'atelier pour les professionnels, des ateliers d'impression textile, il y en a pléthore. Aujourd'hui, si on bosse avec Guerlain, Lanvin, à la NBA ou Accenture, c'est que ces gens-là, ils trouvent chez nous un écho en termes de discours, en termes d'accompagnement, qu'ils vont pas trouver chez un atelier qui est à Charenton-le-Pont, planqué dans une cave avec 10 mecs qui bossent sur des machines de sérigraphie. C'est un autre métier, c'est pas le nôtre. Mais nous, on a choisi ce créneau-là, qui est plutôt un créneau d'adressage de qualité de service, plutôt qu'un créneau de volume à petit prix. Je vais être cash, nous, si c'est pas rentable, on le fait pas. C'est une belle, belle approche du pragmatisme, j'aime beaucoup. Fermons la brique B2B et passons au B2C. T'as lancé des marques, ou en tout cas des offres comme Stylet. T'as aussi passé maintenant à plus de 200 points de vente. Je vais pas dire de bêtises. 250 points de vente en Europe, ouais. 250 points de vente en Europe, pardon, des marques qui distribuent, pardon, quelle marque, quelle offre? Stylet. Alors c'est Stylet qui est distribué partout en France et en Europe, dans pour l'instant 250 boutiques, et c'est un beau succès puisque l'offre n'existait pas en novembre 2020, donc on l'a créé fin novembre 2020, et en l'espace de 6 mois, ça représente aujourd'hui quasiment entre 25 et 30% du chiffre d'affaires de RunBetter. Du groupe RunBetter, ouais. Un tiers du chiffre. Tu m'as dit 25-30, ouais. 25-30, ouais, quasiment un tiers. Ouais. Ok, comment? Donc, beau succès, on est très contents. Ça se développe bien, c'est pour ça qu'on réfléchit aussi à des partenariats. On a fait un partenariat avec Pérouse Shoes, par exemple. On est en train de réfléchir aussi avec des artistes. On propose également aux professionnels, dans le cadre des bureaux, la réintégration des bureaux progressive qu'on voit en ce moment avec le déconfinement. On propose aux grands acteurs, aux grandes entreprises ou aux plus petites de se dire tiens, pourquoi pas offrir à chacun de vos salariés pour leur retour un petit cactus personnalisé à vos couleurs qui seront présents sur leur bureau à leur retour. Ça nécessite pas trop d'entretien, c'est un objet sympa, c'est toujours dans la tendance. Donc on a cette volonté-là aujourd'hui de vraiment de développer encore Stylet. Tu l'as lancé quand, rappelle-moi? Novembre 2020. Il y a 6 mois. Il y a 6 mois. Et en 6 mois, tu vas faire 500K, 400... Quasiment, ouais. De CA. Ouais. C'est beau, j'aimerais bien comprendre comment tu as fait ça. C'est simple, en fait, il faut rendre à César ce qui est à César. C'était une idée de mon associé. Okay. Qui, alors c'est marrant parce que depuis tout le début de l'aventure RunBetter, il voulait créer une marque qui s'appelait Stylet et la distribuer en boutique. Et moi, je freinais en disant le retail, c'est un autre métier. Il faut d'abord qu'on monte en puissance sur d'autres aspects et qu'on trouve une offre qui ne nous oblige pas à nous dépoiler parce qu'on va vendre un textile et que du textile, tout le monde en fait. Il faudrait trouver quelque chose qu'on soit seul ou peu nombreux à proposer, qui ait de la valeur ajoutée et qui soit cohérent. Et en fait, en fin d'année dernière, on faisait une réunion et puis il me dit ouais, alors pour Stylet, vraiment, je crois que c'est le moment, j'ai une idée, il faudrait qu'on fasse ça. Et là, je dis écoute, franchement, je pense que là, effectivement, c'est plutôt le moment, puisque les boutiques ont été fermées pendant un moment, les gens ont envie, on a pu tester un peu le marché. Aujourd'hui, on a une assise qui est plus solide. Ok, go, allons-y, lançons une offre retail, mais faisons comme d'habitude.
testons-le d'abord en mode modèle économique de base de RunBetter, c'est-à-dire BFR négatif et flux tendu. Donc on l'a testé en ligne, on a vu que ça marchait, et là on a dit ok c'est bon, on déploie. Et en fait on a testé un mois et demi en ligne, et on a déployé directement derrière. Et on a une très bonne commerciale aussi qui s'appelle Camille, qui fait bien le job. Et pareil pour la petite histoire, Camille était notre stagiaire, notre 3e stagiaire en 2015 ou 2016 quand on a lancé RunBetter. Et qui est revenu nous voir donc 4-5 ans après en disant bah, j'ai fait un peu de parcours professionnel mais bon je voulais savoir si vous aviez des idées, et on lui a dit bah écoute, nous on lance cette offre là, ça t'intéresse, on te met en pilote là-dessus, et elle a fait du bon boulot. Donc aujourd'hui c'est elle qui gère cette partie là commercialement. Ça se développe très vite et on en est très content. On va creuser parce que ça m'intéresse, mais je fais juste une parenthèse. J'avais pas mal de potes quand je vivais à New York qui bossaient chez Cartier. J'avais un groupe de mon coloc, et du coup son groupe de potes était devenu mon groupe de potes. Et Cartier, il y avait une règle à l'époque, à New York en tout cas, je sais pas si c'est le cas ailleurs, mais si tu pars, tu reviens pas. Ah ouais. En gros, tu pars. Ouais. En gros, Cartier, tu l'aimes ou tu le quittes, quoi. Ouais, c'est ça. Et c'est un espèce de brainwashing où tu dis putain, je peux pas partir parce que je reviendrai jamais, et c'est quand même hyper attrayant. Bref. Nous, on n'est pas dans cette approche chez Cause Vostra, et un peu comme toi, on a une. C'est la 3e fois que ça arrive là, mais quelqu'un qui est parti. La première fois, c'était Maxime qui était parti pour voyager. Puis après son voyage, je nous dis bah, vous avez de la place pour moi? Et ouais, bien sûr. Il était formidable. Et là, c'est Fatma que j'embrasse si elle nous écoute, qui est partie à la concurrence en pensant que l'herbe était plus. Pas la concurrence, un acteur connexe, on va dire. Pensant que l'herbe était plus verte ailleurs, et en fait non, l'herbe elle est plus verte chez Cosa Vostra. J'aime bien ça, mais j'aime bien l'idée aussi d'accompagner des gens qui ont des parcours, qui vont aller voir ailleurs, s'enrichir, apprendre et revenir. Et je referme cette parenthèse. Comment est-ce qu'on... Alors il y a eu un catch-up, chers auditeurs, la semaine dernière avec Kabaya, qu'on connaît bien, c'est un copain. Bastien. Moi j'ai reçu Emilien, oui, Emilien, ouais. mais une boîte que j'adore, et qui me disait lui, alors ils sont un tout petit peu plus larges en termes de réseau, et je lui disais mais comment on arrive à gérer, je sais plus, 1500 ou 2000 points de vente en wholesale, et il me disait qu'en fait une fois que c'est bien huilé, ça tourne un peu tout seul. Comment est-ce que vous avez trouvé 250 points de vente? Alors, c'est marrant que tu cites Kabaya parce que Bastien, encore une fois, c'est un pote qu'on connaît depuis le début. On s'est lancé à peu près en même temps dans l'aventure. Alors, sur Kabaya, au tout début, c'était des pompons, des bonnets à pompons. Ils ont lancé une offre de sacs maintenant. Ils ont plein de choses. Et on s'appelle régulièrement. On se connaît très bien. Et en fait, l'exemple de Kabaya est très bon puisqu'en fait, Bastien est très bon dans le retail, justement. C'était son métier avant. Et du coup, il a un réseau de revendeurs, en fait, d'agents commerciaux qui vont traiter des zones. Donc, ils vont dire, voilà, moi j'ai cette zone-là, etc. Et quand on a lancé Stylé, on l'a appelé Bastien. On lui a dit, écoute Bastien, comment tu fais, toi, justement, pour gérer Et il nous avait dit exactement la même chose. Il dit, voilà, l'idée, c'est de vraiment mettre votre réseau en place. D'y aller de façon incrémentale, mais il faut y aller d'un coup. Et puis ça va grossir. Si vous faites une offre qui a du sens, que vous avez des bons revendeurs et une bonne équipe commerciale en place. Et un bon produit. Et surtout, à la base, un produit qui est demandé et qui fait la différence. Parce que oui, si tu arrives avec un t-shirt blanc avec marqué maman, bon, ils trouveront ça en Chine moins cher, pas une grosse valeur ajoutée. Nous, on a lancé quelques modèles, des paillettes, des trucs, des machins champagne qui a très très bien marché. Et puis l'offre Cactus derrière qui était très peu développée à l'époque, il y a eu 2-3 acteurs, et nous on a pris le parti d'être vraiment éco-cool, c'est-à-dire il y a nos concurrents ou d'autres acteurs qui vont proposer des objets de design plus chers, plus gros, etc. Nous on a pris le parti de faire des objets abordables, fun, avec la même qualité de plante, parce qu'au final c'est ça que t'achètes, c'est la plante. Si t'achètes une plante et qu'elle crève au bout de 2 semaines, c'est un petit peu ballot. Nous là on en a certaines, ça fait du coup depuis novembre, elles sont là, elles n'ont pas bougé, on leur met un coup de spray de temps en temps, c'est aussi l'avantage des cactus, donc ça se passe très bien. Et du coup l'organisation vient par le réseau et le maintien de ce réseau là. Et du coup tu ne réponds pas à ma question, comment tu crées ce réseau, je veux dire? En passant avec des agents, par des agents. Okay. Force commerciale, pour moi il y a 2 accès, soit tu t'alignes 30 commerciaux chez toi et tu leur fais bourlinguer tu les fais bourlinguer dans toute la France. Soit tu prends des top commerciaux qui vont gérer les contrats à valeur ajoutée pour nous, c'est-à-dire du Galeries Lafayette, du Flux, du BHV,
des grands comptes. Et ensuite, tu prends des systèmes de revendeurs, d'agents commerciaux qui vont être alloués à des zones et qui, eux, vont le développer. Ok. Quelle est la part du retail par rapport ou wholesale, par rapport au site sur Stylé ? Ah, c'est... je pense 30%, quelque chose comme 30-40% site et le reste en retail. Ok, c'est quand même bien. Comment est-ce que vous avez lancé le site, du coup ? Comme d'hab, c'est-à-dire on fait un petit site avec 4-5 produits, une belle homepage, des belles photos, pas de stock ou très peu de stock, un peu d'acquis, beaucoup de communication et puis une fois que ça fonctionne, on repère, on lance de nouveaux produits et là on commence à faire un petit peu de stock tampon et là on accélère. Donc intéressant, c'est vraiment du test and learn. Toujours. Sur un modèle, alors de mémoire le modèle a évolué aussi. Cette approche de flux tendu en BFR négatif pour tester Toujours. Avant lancement. Nous, c'est pour toutes les offres on fait ça. C'est-à-dire même pour du drop ou du B2B ou de l'événementiel, de toute manière, à part les machines, le reste on l'a pas en stock. C'est-à-dire, on vend l'événement et on dit voilà, ok, vous voulez personnaliser en live des salopettes avec du transfert doré. Une fois qu'on a signé le contrat, on achètera les salopettes, sachant que nous, notre politique, c'est de se faire payer tout de suite. C'est-à-dire que quel que soit le contrat, on est payé à T0. Les partenaires acceptent ? Oui. C'est la règle. C'est la règle. Après, ils sont libres de ne pas l'accepter, mais du coup, malheureusement, on ne travaillera pas ensemble. Et ils l'acceptent parce que on est ferme sur le sujet. 2, en général, on est là, encore une fois, en apporteur de solutions. Et on leur dit, nous, on est prêt à vous faire tout, rapidement et bien. Par contre, la règle chez nous, c'est celle-ci. Et même les très gros acteurs, je prends Française des Jeux, avec qui on travaille beaucoup. Française des Jeux, leur politique, c'est 30-45 jours. Alors, ils ont ils ont mis en place, via leur convention interne, pour que pour les TPE, le délai maximum, ça soit 30 jours. Mais nous, on arrive à se faire payer avant. Parce que voilà, nos interlocuteurs nous ont testé une fois. Ils ont dit, ok, mais alors compliqué. On leur a dit, nous, c'est simple, vous voulez votre événement, il va falloir lancer le paiement avant, parce que sinon, il n'y aura pas d'événement. Donc, en général, quand on est au pied du mur, on trouve toujours des leviers. Donc, ils ont réussi. Et puis, la seconde fois, on leur a dit, tu connais la règle. Il a dit, ouais, mais il n'y a pas de problème, ça passera. Maintenant qu'on a déjà travaillé avec vous, on sait que ça se passera bien, il n'y a pas de risque. Go, on y va, quoi. Compris. J'aimerais, alors pour terminer sur le sujet Stylé, c'est autofinancé, c'est en interne, c'est une nouvelle offre. Vous avez lancé de nouveaux produits que vous ne faisiez pas avant. Non. Il y a un apprentissage là ? Ouais, il y a toujours. On apprend tous les jours. Alors la plante, c'était nouveau pour vous. C'était complètement nouveau. Où l'acheter, comment la stocker. Quel packaging, comment l'envoyer, comment le protéger, quelles sont les normes légales, notamment comme on est distribué en Europe. Est-ce qu'il faut des passeports sanitaires ? Il faut des normes pour des plantes ? Alors en espace Schengen, il n'y en a pas énormément. Nous on met un certain nombre de documents qui sont encore une fois une offre de service plus qu'une obligation légale. Par contre, hors espace Schengen et dans certains pays, par exemple Angleterre maintenant, qui sont plus dans l'espace, dans l'Union, en tout cas dans l'Union, c'est compliqué. L'Angleterre, c'est très compliqué. Les États-Unis, c'est très compliqué. C'est compliqué parce qu'il y a du protectionnisme derrière, non ? C'est compliqué parce qu'en fait, ils te demandent limite que tu aies un vétérinaire qui apporte la plante pour certifier qu'il n'y ait pas une bactérie dedans. Enfin voilà, je pousse le bouchon un peu loin, mais c'est un peu ça. Et l'Angleterre, le gros problème, c'est que on ne sait pas combien de temps ça va passer en douane. C'est-à-dire que... et où avant le Brexit, nous, on se faisait livrer d'Angleterre en 48 heures. Et on livrait en Angleterre en 48 heures. Depuis le Brexit, les quelques acheminements... Alors du coup, on réduit beaucoup nos approvisionnements UK depuis. Mais les quelques approvisionnements qu'on a prennent parfois 3 semaines à arriver. Donc, sur du vivant, c'est compliqué, quoi. Donc sur du vivant, très compliqué. Donc on trouve d'autres leviers en passant par une plateforme, notamment en Hollande, mais c'est compliqué. Donc il y a un apprentissage qui se fait de façon très forte sur la plante, sur notamment la normalisation, puisqu'encore une fois, cette tendance écologie, éco-responsabilité chez nous, elle est forte. Et on veut pas que ça soit du greenwashing. C'est-à-dire, nous, on veut pas... mettre on fait des t-shirts bio et puis derrière mettre des trucs dégueulasses, l'envoyer dans du plastique,
etc. Donc chez nous, il y a zéro plastique. Les seuls emballages qu'il y a, c'est une enveloppe opaque qui est en recyclé et recyclable. Le reste, on a banni les blisters. On a banni les scotch en plastique. On utilise du scotch carton filet. On recycle absolument tout. On donne à des associations ce qui n'a pas été utilisé. Et on va faire certifier le machine GOTS de façon à avoir... Le machine GOTS ? Ouais, on a nos machines. Et nos machines, on va les faire certifier GOTS. C'est quoi GOTS ? C'est un label qui te permet de dire que je te vulgarise beaucoup le truc, mais ce que tu vas faire sur tes machines n'a pas un impact sur l'environnement, ou en tout cas tu maîtrises tes processus. C'est-à-dire les encres sont bio, la consommation d'électricité est mesurée, les encres sont recyclées, etc. etc. Donc ça aujourd'hui, c'est un processus qui est déjà en cours. Global Organic Textile Standard. Exactement. GOTS. Ok. Voilà. Je ne connaissais pas. Voilà, donc il y a pas mal de certifications aujourd'hui. Hein. Nous, on a choisi celle-ci puisque c'est celle de nos partenaires textiles qui sont déjà certifiés, et du coup, ça nous permettra d'avoir bout en bout une offre qui est GOTS. C'est-à-dire, tu peux pas dire j'ai une partie de ce produit qui a cette certification, celle-ci en a une autre, et puis au final, vous inquiétez pas, c'est bon. Enfin voilà, ça va le faire. Ça passe. Ça passe. Donc non, nous on essaye de faire les choses encore une fois carrées, bien, on forme nos équipes. Et ce qui m'amène à un dernier point, c'est que on va lancer, la marque est déposée, donc Green Prince, qui aura vraiment pour le coup un atelier dédié aux professionnels qui sera vraiment pour le coup bout en bout éco-responsable. C'est-à-dire que sur Green Prince, les commerciaux qui traiteront Green Prince ne proposeront jamais par exemple de la sérigraphie, ou ne proposeront pas un kawé en plastique et polyester du Bangladesh. Voilà, ça va être que des produits bio ou certifiés ou recyclés, faits avec des techniques responsables et expédiés avec des processus responsables. Sur les apprentissages, vous êtes passé donc du textile en B2B, B2C, événementiel, à, tu l'as dit, les plantes. Il y a aussi des ballons maintenant gonflés à l'hélium. Ouais. Tout ça, ça veut dire des changements de logistique aussi, non ? Ouais, de warehousing, complètement. On reste dans l'apprentissage. C'est-à-dire que nous, la première année, quand on a fait les ballons Fête des Mers, on s'est dit, tiens, c'est sympa quand même ces ballons gonflés à l'hélium. On peut mettre des cœurs, on peut mettre des carrés, on peut mettre pas mal de choses. Pourquoi pas faire un pack avec des produits à nous qui sont personnalisés, ou auquel cas tes enfants peuvent te faire un tablier de cuisine avec marqué pas pâtissier, et puis un t-shirt qui va avec, une casquette, et le tout dans un emballage avec un ballon, et quand il va ouvrir le carton, le ballon s'envole avec les produits attachés dessus et un petit mot. Donc on s'est dit, ouais, c'est quand même sympa. En plus, on fait des produits personnalisés, ça a du sens. Donc on l'a essayé l'année dernière à la Fête des Mers. Et là, c'était un gros apprentissage aussi, parce que comment déjà vous trouvez des ballons, vous trouvez de l'hélium, parce que l'hélium, en fait, soit tu vas chez un jour une fête, enfin tous ces magasins-là, et puis t'achètes des petites bouteilles d'hélium, mais quand t'envoies 3000 ballons, il te faut 800 bouteilles. Donc le modèle économique tient pas, c'est hors de prix, et puis c'est même écologiquement, encore une fois, tu te retrouves avec 800 bouteilles, ça n'a pas de sens. Donc il faut passer des accords avec des distributeurs d'air comprimé, etc. Il faut du matériel, il faut la logistique. Ben oui, la logistique surtout. La logistique, les cartons, le stockage, parce que 3000 ballons gonflés, ça prend de la place, je peux te le dire. Donc il faut l'espace, il faut l'organisation, le cycle, il faut pouvoir expédier just in time pour que ça arrive à la Fête des Mers, pas 3 jours avant, pas 2 jours après, que le ballon soit toujours bien gonflé, que le carton n'arrive pas défoncé. Donc ça a été un gros apprentissage. Ce qui nous a permis de monter en compétence, et cette année, dans l'offre qu'on a faite, on était ultra prêts. C'est-à-dire, on avait le matos adapté, les bons cartons, les beaux processus logistiques, les bonnes équipes, etc. etc. T'as dû changer de partenaire ? Changer de partenaire pour... Ou trouver des partenaires en plus pour la logistique, pour l'envoi on fait tout nous-mêmes. On a pris un partenaire pour gonfler les ballons, puisque ça, on n'avait pas trop de valeur ajoutée à le faire, et c'est quand même un métier. Donc ça, on a pris quelqu'un. Mais sinon, tout le reste, après... monter les boîtes, mettre les produits à l'intérieur, les personnaliser, fermer, expédier, etc. Voilà, tout ça, c'était nous. Cool. Pour atterrir tranquillement sur la fin de cet enregistrement, qu'est-ce qu'on te souhaite pour la suite, et comment est-ce que tu la vois surtout ? Moi, je suis une nature positive de toute manière, donc on a réussi à faire 55% de croissance avec 3 activités à l'arrêt.
une économie un peu morose. On a beaucoup recruté, on a doublé la surface. On crée une nouvelle offre, on est distribué un peu en Europe. Moi, ce que je nous souhaite, c'est de continuer comme ça, c'est de gagner, continuer à travailler sur ce modèle de rentabilité, de consolidation de l'offre. On s'autofinance, c'est finalement, si on a la chance de pouvoir continuer à le faire, d'être rentable. Et puis voilà, aujourd'hui. C'est l'objectif. Vous comptez pas lever des fonds ? Pour l'instant, c'est pas dans les papiers. Lever des fonds pour lever des fonds, ça nous intéresse moyennement. Trouver un partenaire qui croit au projet, qui dit, je caricature encore une fois, mais qui dit bon les gars, moi j'y crois, je veux qu'on accélère. Pour ça, faut mettre le paquet sur je sais pas, la capacité de production ou ouvrir des locaux ailleurs en Europe. Moi, je mets 2 millions sur la table, je prends quelques pourcents. Et je vous ouvre mon réseau et je vous accompagne là-dessus. Oui. Maintenant, faire une levée avec 45 business angels de 65 ans qui vont mettre 2000 balles chacun et qui vont nous casser les pieds à chaque conseil d'administration ou de surveillance. Non, merci, ça ira, je passe mon tour. Donc non, c'est pas trop la volonté. Par contre, voilà, si dans quelques années, mon associé comme moi, on est des entrepreneurs. Si on vient nous voir en nous disant bah voilà, nous votre projet on y croit, on va le racheter, on vous propose un prix qui vous intéresse et ça vous permet de partir sur une autre aventure, pourquoi pas. Aujourd'hui nous on s'éclate, on a un super projet, on a une équipe en or, on se verse des salaires, ce qui est quand même la base aussi, donc on n'est pas inquiet. Donc ouais, on peut souhaiter que ça évolue dans ce sens-là, en rentabilité, donc on s'amuse toujours. Et puis je sais pas, qu'on ouvre un bureau à Tahiti, tu vois, ça serait sympa aussi, de plantes par exemple. Voilà. Maintenant on est plutôt positif nous dans notre approche. C'est hyper important, je pense, l'indépendance et la liberté qu'on a quand on est entrepreneur. De mémoire, je vais pas dire de bêtises, mais t'étais en bizdev dans des SS2I. Ouais, moi j'étais directeur commercial et business développeur dans SS2I ou grands groupes comme Sopra, Atos. Et ouais, alors c'est une autre vie. C'est une autre vie. Alors j'ai appris énormément. Je pense que j'aurais pas réussi à faire un peu tout ça. Puis moi j'ai toujours aimé un peu la gestion, l'organisation et la vente. Donc ce qui est bien parce qu'on s'est partagé le monde en deux avec mon associé. Lui il s'occupe de tout ce qui se voit, moi de tout ce qui se voit pas. Donc je m'occupe de gestion, business, finance, technique. Lui commercial, marketing, offre, relations. Ouais, make sense. Donc okay. Voilà, très bien. Nicolas, merci infiniment pour ton temps et d'être venu et surtout d'avoir gardé le sourire après 1h30 dans les transports et pas en voiture c'est normal. Ouais, je sais pas si j'en aurais été capable. Merci infiniment, chers auditeurs, j'espère que ce catch-up vous a plu. Il fait un peu plus de 30 minutes, ce qui est la promesse de base, mais j'ai l'impression qu'ils font tous maintenant plus que 30 minutes, mais on apprend tellement, j'apprends tellement, j'espère que vous aussi. Merci Nicolas. Merci encore Laurent, à bientôt. Chers auditeurs, à bientôt. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode du Catch-up du panier. J'espère qu'il vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme préférée, de noter cet épisode 5 sur 5 ou 10 sur 10 ou 50 sur 50 le max et surtout de le partager à vos proches et vos collaborateurs. Je vous donne rendez-vous sur le panier pour un prochain épisode, du panier ou d'un catch-up. Et d'ici là, n'hésitez pas à me faire vos commentaires et vos feedbacks sur LinkedIn. Vous pouvez me contacter, Laurent Kretz, Kretz. À bientôt.